François Asselineau, bonjour. Alors, quels sont les enseignements que vous tirez de cette présidentielle ? Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 10 mai 2017. Alors, cette élection présidentielle, je pense qu'il est inutile que je dise qu'il a gagné, Monsieur Macron. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer le soir même de l'élection du deuxième tour et également d'accorder des entretiens, notamment à Russia Today et à Radio Bretagne 5. J'y renvoie les auditeurs pour ne pas faire trop de redites. Je dirais quand même simplement quelques éléments de synthèse et puis quelques idées peut-être un petit peu nouvelles. Éléments de synthèse, donc M. Macron a été élu avec 66% des suffrages, donc a priori un score triomphal. En pratique, comme il a été beaucoup souligné, comme je l'ai dit moi-même, il y a eu un score très important réalisé par les abstentions, par les votes blancs et par les votes nuls, de telle sorte qu'en fait, M. Macron a obtenu simplement 44% des inscrits et Mme Le Pen 22% des inscrits, et puis vote blanc, nul et abstention s'intercalant entre les deux. Et si on va un petit peu plus loin, en intégrant qu'il y a 8-9% de Français de plus de 18 ans qui ne sont pas inscrits, ça signifie que M. Macron, en fait, n'a à peu près satisfait que 40% des électeurs, enfin plus exactement 40% des électeurs, ont voté pour lui. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais je le redis parce que c'est important, d'après un sondage qui vaut ce qu'il vaut, comme tous les sondages, il y aurait à peu près la moitié des personnes qui ont voté pour M. Macron au deuxième tour qui l'auraient fait uniquement pour contrer Mme Le Pen. Et semble-t-il que seuls 16% des électeurs de M. Macron au deuxième tour l'ont fait pour son programme. Programme d'ailleurs bien flou, il est resté systématiquement dans le flou. Alors 16% de 40%, ça veut dire qu'il y a 6, 7, allez mettons 8% des Français qui ont voté pour le programme de M. Macron. C'est donc sur cette base extrêmement fragile et extrêmement faible que M. Macron va commencer un quinquennat donc avec un soutien populaire extrêmement faible. En réalité, il suscite une aversion d'une majorité des Français. Il y a son mandat commence, me semble-t-il, sans état de grâce et dans une atmosphère assez irréaliste d'ailleurs, parce que on a une espèce de décalage presque indécent entre une couverture médiatique qui ne finit pas d'enfler. On est maintenant il y a des émissions de télévision, il y a des descriptions du personnage, un parcours époustouflant, un candidat, un étudiant exceptionnellement brillant, etc., etc. On a bientôt, on dirait presque la presse nord-coréenne avec Kim Jong-un. On se demande si c'est lui qui a été élu. Et ceci tranche avec la réaction de l'homme de la rue, comme on dit, de monsieur et de madame tout le monde, qui n'éprouvent pas spécialement. Moi, je vois pas du tout d'enthousiasme autour de moi. Au contraire, je vois beaucoup de gens qui sont soit résignés, soit mécontents, soit carrément en colère. Donc il y a un décalage inouï. Ce que je voudrais dire, c'est quelques idées complémentaires par rapport à ce que j'ai pu dire auparavant. Il y a une réaction qui a été faite quelques jours, je crois, avant le deuxième tour, qui m'avait fait rire lorsque je l'avais apprise. C'est la réaction du pape. Pape François, il y avait un journaliste, qui lui avait demandé ce qu'il pensait de M. Macron. Il avait répondu, tout benoîtement, si j'ose dire, s'agissant du successeur de Benoît XVI, et il avait répondu le problème, je ne sais pas d'où il vient. En fait, je trouve que cette réaction du chef de l'État du Vatican est assez, sous son côté banal, est assez profonde. En fait, on ne le souligne pas assez. En fait, on ne sait pas d'où vient M. Macron. Oui, on sait qu'il est ancien élève de l'ENA, qu'il est ancien membre de l'inspection des finances et qu'il a travaillé à la Banque Rothschild. Mais en réalité, on ne sait pas vraiment qui il est. On n'a pas pu, et quand je dis ça, c'est que les Français n'ont pas pu le constater à l'œuvre sous les feux de la scène. Comment il réagit face à des problèmes particuliers, face à des manifestations, face à un conflit international, face à une crise politique majeure.
Et c'est ça qui est très nouveau et qui est en fait assez inquiétant. C'est qu'en fait, les Français ont donné les clés de la maison Élysée avec tout ce qui va avec. C'est notamment l'article 16 de notre Constitution, c'est-à-dire la capacité de prendre les pleins pouvoirs. Ils ont donné également les clés de la valise nucléaire, les codes nucléaires pour déclencher le feu nucléaire, à un monsieur dont on ne sait pas en fait comment il peut se comporter en cas de crise. C'est extrêmement différent des présidents de la République qu'on avait pu avoir auparavant, parce que ce soit Charles de Gaulle, je n'en parle même pas, ou Georges Pompidou qui avait été Premier ministre pendant des années, mais Valéry Giscard d'Estaing avait été ministre pendant des années, donc un ministre sous les feux de la rampe. Jacques Chirac avait été également Premier ministre après François Mitterrand. Mitterrand lui-même avait eu une carrière politique très longue. Et puis Nicolas Sarkozy avait été également ministre très longtemps. Il y a guère que François Hollande, qui n'avait pas beaucoup d'expérience, mais François Hollande était quand même quelqu'un de connu, de très très connu, qui avait été au Parti socialiste, qu'on avait vu depuis des années. On s'était accoutumé à sa présence et à sa personnalité. Alors qu'avec M. Macron, en fait, c'est un inconnu qui a été élu à la faveur d'une opération de manipulation médiatique qui restera dans les annales. Ce ne sont pas les Français qui ont élu M. Macron, en fait. En fait, ce sont les grands détenteurs des médias qui ont catapulté, qui ont lancé M. Macron comme une nouvelle lessive. Et en fait, les Français ont fait un achat d'impulsion, comme on dirait en marketing. Voilà. Ils ont tellement vu de publicité, vous savez, c'est comme pour le Big Mac de chez McDo. Ben là, c'est le Macron de chez McDo. Donc ils en ont tellement vu qu'ils se sont dit, bah tiens, on va l'acheter. Et puis après, en général, ça se termine mal parce qu'on s'aperçoit que c'est assez bourratif et que c'est pas très bon. Bon. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même une inquiétude. On ne sait pas notamment comment M. Macron va réagir s'il y a des grandes crises. Et il y aura forcément des grandes crises sociales, politiques ou des grandes crises internationales. Il y a une deuxième chose aussi à laquelle je voudrais réagir, c'est la sociologie qui a porté au pouvoir M. Macron. D'après les premiers résultats de sondages de sortie des urnes, il apparaît que M. Macron n'a pas du tout été porté au pouvoir par une masse de jeunes. Ce sont les gens de plus de 65 ans qui ont voté massivement pour M. Macron. Et ce sont les catégories socio-professionnelles supérieures, les CSP+. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont des biens, qui sont des personnes âgées, et qui sont d'ailleurs les mêmes qui avaient voté oui majoritairement au référendum de 2005 sur l'Europe, c'est-à-dire des personnes âgées et très pro-européennes qui ont voté pour M. Macron. C'est là le cœur de cible. C'est un petit peu le gendre idéal, comme on avait pu le dire, de tel ou tel autre responsable politique qui a été élu. On n'a donc pas du tout affaire, et c'est ça qui donne quelque chose d'artificieux. On a l'impression, c'est présenté dans les médias comme si c'était une nouvelle vague, un renouvellement complet, mais un renouvellement, en fait, un renouvellement qui a été voulu par des personnes âgées. J'exagère un peu, il y a aussi des jeunes qui ont voté pour M. Macron, mais d'après ce que l'on croit savoir, ça serait plutôt le profil des écoles de commerce, de Sciences Po, etc. C'est-à-dire des jeunes qui sont bien installés dans la vie. C'est pas les jeunes qui sont au chômage, ce ne sont pas les jeunes qui ont très peu de diplômes. Eux, ils n'ont pas voté pour M. Macron. Pour pousser d'ailleurs l'analyse un petit peu plus loin, il semble que ce soit les personnes les plus riches qui aient voté pour M. Fillon, les CSP++, au premier tour, puis pour M. Macron au deuxième tour. Qu'au premier tour, ceux qui ont voté pour M. Macron, c'est plutôt les classes moyennes supérieures et aussi les personnes âgées. En revanche, les électeurs de Mme Le Pen ou de M. Mélenchon, mais aussi des miens d'ailleurs, eh bien ce sont des électeurs qui sont, eux, des gens beaucoup plus modestes, des salariés, des ouvriers, des employés, des gens qui vivent dans des banlieues qui ne sont pas des banlieues riches, des gens qui n'ont pas forcément, comment dirais-je, énormément de diplômes. C'est donc, je ne veux pas ici reprendre trop un découpage marxisant, mais il y a quand même du vrai. C'est quand même un peu un vote de classe, en fait, qui a pu se produire. C'est-à-dire que ce sont, en fait, eh bien, les victimes du système ultralibéral, les victimes de la mondialisation effrénée, des délocalisations industrielles, ce sont elles qui ont voté massivement contre M. Macron et contre M. Fillon.
Ce petit détail, d'ailleurs, m'amène à faire une remarque qui concerne cette fois-ci la campagne électorale que j'ai conduite. J'avoue que depuis le deuxième tour, j'ai reçu beaucoup de courriers, et on continue d'en recevoir, qui sont à 90%, 95% des courriers extrêmement gentils, extrêmement sympathiques, auxquels je suis vraiment très, très ému d'avoir reçu ces courriers. Tout le monde me disant « Continuez, vous avez fait une formidable campagne », etc. Alors parmi ceux-là, il y a quand même eu effectivement bien sûr certaines critiques qui ont été formulées, ou des conseils, ou des regrets. Et notamment, il y a certains internautes, des adhérents, qui disent « Vous avez fait, c'était très bien, mais peut-être, vous savez, moi, quand j'ai connu l'UPR, j'ai trouvé rébarbatif la durée des conférences, la citation des articles des traités, c'était trop technique, vous auriez dû faire plus bref, vous auriez peut-être dû faire moins technique, ne pas citer les articles des traités. » Alors c'est une critique que j'écoute. Je signale d'ailleurs à ceux qui ne le savent pas que nous avons non seulement les conférences que j'ai faites et qui sont en ligne ou qu'ont faites Vincent Brousseau ou Charles-Henri Gallois par exemple, mais que nous avons aussi des petits modules. Ceux qui ont suivi la campagne l'ont bien vu. Il y a des petites bandes dessinées, des bandes vidéo d'animation, pardon, qui ont été diffusées, qui font 1 minute, 2 minutes, 1 minute pour comprendre. On a fait plein de petites vidéos très courtes. Donc c'est une critique qui tombe un petit peu, à mon avis, un petit peu à côté. Mais ce que je voudrais dire quand même, et ça me paraît quelque chose d'important, c'est que si les propos que je tiens étaient trop intellectuels, étaient trop coupés du vécu des gens, du vécu des populations, si les mots que j'emploie étaient trop compliqués à comprendre, etc., à ce moment-là, on aurait le résultat exactement contraire à celui que j'ai obtenu. Puisque, en fait, les meilleurs résultats que j'ai obtenus, ce sont dans les quartiers populaires. À Paris, par exemple, 18e, 19e, 20e arrondissement. Dans l'Île-de-France, ça va être en Seine-Saint-Denis, notamment, ou dans certaines zones du Val d'Oise, le nord des Hauts-de-Seine, à certaines zones du Val-de-Marne et de la Seine-et-Marne, c'est-à-dire des quartiers où il y a beaucoup d'ouvriers, d'employés, de salariés, de petits salaires, de petites retraites, c'est là. Et donc, par construction, des gens, avec d'ailleurs beaucoup de Français d'origine immigrée souvent, ce sont des gens qui souvent n'ont pas des gros diplômes. En revanche, dans les quartiers les plus aisés de Paris, par exemple, ou de la région parisienne, le 16e arrondissement de Paris, le 7e, Neuilly, ben c'est là que j'ai les scores les plus faibles. Pourtant, ce sont les quartiers où les gens, statistiquement, ont fait les plus longues études. C'est pour ça que je crois que les critiques qui ont été formulées ne sont pas forcément justes. Il ne faut pas penser que les Français sont bêtes ou qu'il faudrait se mettre à leur place en diminuant le niveau. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que les citations que j'ai faites des articles, des traités au cours de ces conférences, au cours de mes passages médiatiques pendant la campagne, évidemment, j'ai été un petit peu brocardé, mais comme je l'ai dit d'ailleurs une fois à un journaliste, je préfère avoir été brocardé et avoir laissé l'image dans l'opinion publique de quelqu'un qui connaît ses dossiers et qui connaît les articles des traités, plutôt que comme quelqu'un qui a employé sa femme comme attachée parlementaire, qui a détourné de l'argent, ou qui ne répond pas aux convocations de la justice, si vous voyez les candidats que je cite. Moi, j'ai tablé sur l'intelligence des gens. Bien entendu, on va toujours et encore améliorer au cours des semaines qui viennent, des mois qui viennent, on va toujours améliorer la communication, la rendre de plus en plus claire. Mais je pense qu'en fait, les Français ont bien compris ce que je voulais dire. Et le score un peu décevant qu'on a eu, c'est vrai, le soir du premier tour, il était surtout dû à autre chose. Il était dû d'abord à l'extrême nouveauté des analyses et des propositions. Il était dû au fait qu'il y a des millions de Français qui ne me connaissaient pas et qui m'ont découvert en l'espace de 15 jours. Et ce n'est pas en l'espace de 15 jours que vous pouvez vous faire élire président de la République. M. Macron, puisque c'était la question et j'y reviens, a bénéficié d'une promotion médiatique éhontée qui a duré pendant au moins 1 an et demi, sinon 2 ans.
Depuis cette élection, on parle de dislocation des partis politiques. Alors justement, pourriez-vous détailler cette explosion de la scène politique ? Alors effectivement, ça c'est un phénomène qui est très très important, je crois, qui est très intéressant. C'est que d'un seul coup, M. Macron apparaît comme une nouvelle génération et apparaît surtout, non seulement une nouvelle génération, mais surtout avec un parti politique qui n'existait pas il y a 2 ans. En Marche, on ne sait jamais très bien si un parti, bref, qui d'un seul coup va être le fer de lance de sa campagne pour les législatives. Le résultat, c'est que tous les autres partis politiques sont profondément déstabilisés, surtout ceux qui ne sont pas fondés sur une analyse et un programme extrêmement solide. En fait, il n'y a qu'un seul parti politique qui n'est pas déstabilisé par M. Macron, c'est l'UPR. Parce que nous restons, comme aurait dit l'autre, droit dans nos bottes, parce que nous avons une analyse, et toutes les analyses que j'ai pu développer depuis 10 ans sont confirmées par les événements. Nous avons... Il n'y a pas de haine cuite, zéro cuite, il n'y a pas de conflit à l'intérieur de l'UPR, parce que tout le monde tire dans le même sens, parce que tout le monde a approuvé une charte fondatrice. Nous sommes le seul mouvement politique à avoir une charte fondatrice qui fixe très clairement les objectifs du mouvement, qui sont des objectifs extrêmement précis, qui sont des objectifs univoques, comme on dit, c'est-à-dire ils ne sont pas ambigus. Donc nous, on reste là et on est conforté par les événements. Mais les autres, effectivement, c'est panique à bord. Alors ce soir, nous sommes le 10 mai, c'est très évolutif, c'est pour ça que je rappelle la date à laquelle je parle. On apprend que le Parti socialiste est en train de se désintégrer en 1000 morceaux. Monsieur Hamon vient de créer son mouvement politique. Madame Hidalgo, la maire de Paris, vient de créer le sien. Ce ne sont qu'une collection de cabines téléphoniques. Et qu'est-ce qu'ils ont à dire ? Rien. Je regardais là les dépêches de presse. Madame Hidalgo a créé un parti, elle lance un nouveau mouvement qui s'appelle Dès demain. Et je regardais, mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Eh bien, c'est un parti qui doit être fondé sur la démocratie, les valeurs du droit de l'homme, l'écologie, le truc participatif et l'Europe. Enfin, rien de nouveau sous le soleil. C'est ce qui existe au PS depuis des années et des années. Voilà. Monsieur Hamon, lui, il a lancé un mouvement aussi. Alors d'ailleurs, au passage, je rappelle qu'il avait quand même déjà lancé un mouvement au moment des primaires. On a jeté un voile pudique sur le mouvement, puisque ce mouvement s'appelait Elpis. Je me permets de le rappeler, parce que j'ai l'impression que tout le monde l'a oublié, mais c'était quand même assez croquignolet. Alors on a jeté un voile sur Elpis, et puis maintenant, il nous en sort un autre. Et en fait, il en sort un mouvement politique tous les 3 mois. Alors on ne sait pas si c'est scatologique cette fois-ci, mais il dit quoi ? Il dit voilà, l'Europe, les valeurs, l'écologie responsable, enfin c'est la même chose. En fait, il tourne en rond. Et le problème, c'est que c'est exactement la même chose qui se passe au MoDem, à l'UDI, aux Républicains. Alors aux Républicains, ça prend des allures pathétiques parce que M. Macron et puis les gens qui l'entourent, est entouré notamment par M. Delevoye, l'ancien président du Conseil économique, social et environnemental, qui était autrefois un proche de Jacques Chirac, qui maintenant est l'un des maîtres Jacques qui s'affaire dans les cuisines pour faire la tambouille politicienne autour de M. Macron. Alors M. Delevoye est là et on a appris aujourd'hui, c'est une espèce de journée des dupes extraordinaire, on a appris en l'espace de 48 heures que M. Valls, l'ancien Premier ministre, avait annoncé dans un premier temps que le PS était mort, ce qui, soit dit en passant, le constat n'est pas loin de la réalité, mais il n'y a pas encore eu d'avis de décès formel. Et puis dans la foulée, il avait dit, c'était hier matin, qu'il serait candidat aux législatives sous l'étiquette de La République En Marche, puisque c'est le mouvement qui maintenant a changé de nom, de M. Macron. Et puis on apprend aujourd'hui que M. Delevoye, donc, a dit que En Marche, finalement, se passerait sans doute assez volontiers de la candidature de M. Valls.
En tout cas, pour l'instant, il a dit que les conditions n'étaient pas réunies pour lui donner l'investiture, ce qui est toujours sympathique. Et au même moment, comme un bonheur n'arrive jamais seul, eh bien, on a appris que M. Cambadélis, qui est encore à la tête du Titanic, qui est le Parti socialiste, a fait savoir qu'il avait lancé une procédure d'exclusion de M. Valls, de telle sorte que M. Valls risque de se retrouver en tenue d'Adam, en termes politiques, s'entend, c'est-à-dire qu'il risque de se retrouver à poil, tout simplement, en ayant tout perdu. Bon, tout ça, ça fait un petit peu rigoler ceux qui sont intéressés par la chose politique. Honnêtement, les Français qui souffrent parce qu'ils sont au chômage ou parce que leur exploitation agricole est en faillite ou bien parce que leur usine va fermer, ils ont devant ce genre de palinodie des réactions de colère qui se comprennent. On a vu d'ailleurs, il commence à y avoir un peu la valse des si j'ose dire, des prétendants, avec... alors on apprenait que M. Estrosi démissionne de la présidence de la région PACA. Certains assurent que parce qu'on lui aurait proposé un poste, c'était quand même un proche de Nicolas Sarkozy, on lui aurait proposé un poste de ministre, mais lui a démenti. Alors on parle aussi que ce serait Édouard Philippe, le prochain Premier ministre, c'est-à-dire celui qui avait fait la campagne d'Alain Juppé. On voit que M. Juppé a dit qu'il ne fallait pas entrer en choc frontal avec M. Macron. Alors du coup, il y a M. Barouin qui se voyait Premier ministre de Fillon qui a une mine qui s'allonge. Et puis M. Barouin et M. Wauquiez, ils essayent de retenir leurs troupes aux Républicains. Enfin, dans toute cette tambouille, c'est pas mieux d'ailleurs à gauche. On a appris que le Parti communiste français et France insoumise avaient fini par se claquer la porte au nez, parce que le Parti communiste français, en fait, est en train de se vendre au plus offrant, quoi. Il est en train de faire pour les législatives, il veut absolument conserver quelques postes de députés. Soit dit en passant, je ne pense pas que ce soit les électeurs du Parti communiste qui veuillent à ce point garder les postes de députés. Ce sont les députés sortants du Parti communiste qui veulent rester députés. Et donc ils sont prêts, si j'ai bien compris, à faire des alliances avec ELV, le PCF, avec France Insoumise. Là, pour le coup, M. Mélenchon a claqué la porte, si j'ai bien compris. Je trouve, pour le coup, qu'il a plutôt bien fait. Et puis du côté du Front National et de DLF, là, on ne sait pas ce qu'est devenu M. Dupont-Aignan. Je ne sais pas s'il a disparu dans l'espace-temps. Après, lui qui nous avait assuré qu'il allait être Premier ministre de Madame Le Pen, il paraît qu'il a négocié des accords pour les législatives avec le FN. Alors il y aurait le Front National qui, dans une cinquantaine de circonscriptions, ne présentera pas de candidat et laissera la place à DLF, donc au parti de M. Dupont-Aignan. Ça veut donc dire, je suppose, que le candidat aura la double étiquette DLF et Front National. Parce que les électeurs du Front National se demanderont où est le candidat du FN dans ma circonscription. Donc ça veut dire qu'on va vers une alliance de plus en plus étroite entre DLF et le Front National. Donc on voit que tout ceci, les gens y perdent leur latin. Et puis alors, la cerise sur le gâteau a été l'annonce en fanfare du claquement de porte de Madame Marion Maréchal Le Pen, qui a décidé de claquer la porte du Front National. Alors dans un premier temps, elle quittait la politique, elle définitivement. Et puis après ça, il y a le grand-père qui a, semble-t-il, hurlé. Donc après ça, elle a fait machine arrière. Non, en fait, c'est pas définitif, c'est provisoire. Mais est-ce que c'est un provisoire qui va durer? Enfin, on n'en sait rien. Les proches ont dit non, ça concerne uniquement des affaires privées parce qu'elle a une petite fille, un divorce difficile à gérer, donc il faut qu'elle s'occupe de ça. C'est possible que ce soit des affaires privées. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont eu du mal à ne pas faire la corrélation entre ça et l'échec cinglant subi par sa tante dans cette SARL. Donc il y a le grand-père, la tante, le gendre, etc., la petite fille. Donc la tante, c'est Dallas, c'est comme la série américaine. Bon. En attendant, ça veut dire que, semble-t-il, au Front National également, les gens ne savent plus très bien à quel sein se vouer. Et je lisais, mais est-ce que c'est vrai, qu'ils envisagent de changer de nom, mais le patriarche ne veut pas qu'on change de nom. Et puis maintenant, aux dernières nouvelles, ils veulent faire sortir, ils veulent que dans le programme, il ne soit plus du tout question de sortir de l'euro. Il n'en avait d'ailleurs jamais été beaucoup question, je l'avais toujours dit. Mais là maintenant, le divorce serait consommé. Monsieur Philippot
qui, à force de copier ce que je dis, et l'UPR a fini par trouver que ce que je disais était très très bien, semble assez isolé au Front National. Et le grand-père, si j'ai bien vu, a dit qu'il fallait que le Front National se recentre sur ses fondamentaux, comme il a dit gentiment, ou poliment, ce qui veut dire taper sur les immigrés, les Arabes et les Noirs, quoi. C'est à peu près ça. Alors, je ne sais pas où va le Front National, que même que je ne sais pas où va les Républicains, même que je ne sais pas où va EELV, dont on parle plus d'ailleurs, il n'y a plus que moi qui en parle, le PCF, France Insoumise, etc., etc. Au total, c'est ce que j'avais diagnostiqué d'ailleurs dans un entretien précédent, dimanche. La scène politique française est pulvérisée. Et c'est très bien qu'il en soit ainsi. Moi, je me félicite de ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire une recomposition autour de M. Macron, de tous les opportunistes qui sont en train d'aller à la gamelle et qui sont en fait des européistes, atlantistes, en faveur de la mondialisation, en faveur en fait de la destruction de la France, en faveur de la poursuite des politiques menées par Nicolas Sarkozy et François Hollande dans le même continuum. Et ils sont en train d'administrer la preuve que la droite et la gauche, ça n'existe plus, ça n'a plus de sens. C'est ça d'un côté. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui refusent cela. Et ceux qui refusent cela, eux, il va falloir qu'ils se restructurent aussi. Voilà. Alors Madame Le Pen, si j'ai bien compris, veut changer de nom, mais le problème c'est qu'elle s'appellera toujours Madame Le Pen. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, vous mettez un candidat qui s'appelle Le Pen, vous mettez n'importe quoi, une huître, un mollusque, un âne, un dromadaire, en face, ils sont élus. Voilà. Donc Madame Le Pen, je sais pas, il faudrait qu'elle se marie peut-être pour prendre le nom de son mari, je sais pas. Le mieux, ça serait qu'elle s'applique en fait la même médecine que ce que vient de s'appliquer très sagement sa nièce, c'est-à-dire qu'elle décide de quitter la politique. Voilà. En attendant, comme ça n'aura pas lieu, moi j'invite les électeurs du Front National qui commencent à comprendre qu'au bout de 7 échecs consécutifs depuis 1980, enfin 7 depuis 1974 et 6 échecs consécutifs depuis 1988, s'ils embrayent une nouvelle fois, parce que monsieur Maître Collard a dit la prochaine fois sera la bonne, c'est en 2022. Bon, s'ils commencent à embrayer sur un 8e échec en 2022, ça va, il faut qu'ils arrêtent. Donc j'invite les électeurs du Front National à réfléchir en conscience, à exercer leur esprit critique, à aller écouter tout ce que j'ai pu dire depuis 10 ans. Et tout ce que j'ai pu dire s'est révélé exact. Et ensuite à aller regarder ce qui se passe justement au Front National. Et je dirais la même chose de l'autre côté, parce qu'il n'y a pas que le Front National, il y a le problème aussi de la France insoumise. Parce que je ne voudrais pas, il y a des gens qui disent « oui, passe son temps à taper sur le FN ». Non, 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 je ne tape pas sur le FN, je dis la réalité. La réalité, elle est cruelle, je suis désolé. Je le dis parfois de façon un petit peu caustique et humoristique, mais franchement, il y a parfois plus envie de pleurer que de rire. Mais le problème est exactement, ou à peu près exactement identique du côté gauche. Je l'ai dit et je le répète, s'il y avait eu un deuxième tour Macron-Mélenchon, et non pas Macron-Le Pen, M. Mélenchon aurait été battu. Probablement que M. Mélenchon ne se serait pas sabordé lors du débat comme l'a fait Mme Le Pen. Ça a été tellement visible que Mme Le Pen s'était sabordée parce qu'elle ne voulait pas arriver au pouvoir, qu'il y a quand même énormément de gens en ce moment du Front National, il y en a beaucoup qui nous écrivent en disant qu'ils ont compris que maintenant ils voteront plus pour ce leurre. Mais du côté de chez Mélenchon, lui, il aurait fait un meilleur débat probablement. Mais la question n'est pas là. La question, c'est qu'au moment du vote dans l'Isoloir, M. Macron aurait rallié à lui les débris du Parti socialiste, plus EELV, plus le centre et tous les européistes, mais aussi les électeurs des Républicains et les électeurs du Front National se seraient sans doute abstenus, du moins certains d'entre eux, mais personne, très peu, irait voter pour M. Mélenchon, parce que M. Mélenchon, il représente la gauche de la gauche, il est soutenu par le Parti communiste, il a des propositions comme par exemple un taux d'imposition de 90% de tranches pour les salaires, pour les très hauts salaires, c'était des propositions confiscatoires, etc. Il a le droit, hein, mais c'est un positionnement politique
avec l'extrême gauche, avec des raisonnements de cette nature qui éloignent définitivement de lui la droite. Donc j'en reviens à ce que j'ai dit, et je m'adresse ici à l'intelligence des gens qui m'écoutent. Ils auront beau réfléchir, ils seront obligés de parvenir à la conclusion à laquelle je suis parvenu moi-même il y a 10 ans, parce que c'est il y a plus de 10 ans que j'ai créé l'UPR, c'est qu'il faut un mouvement au-dessus du clivage droite-gauche et qui accueille en son sein des électeurs, des anciens électeurs du FN, des Républicains, de l'UDI, du MoDem, de ELV, du PS, et du Front de gauche, de France Insoumise et de l'extrême gauche. Et cette alchimie ne peut avoir lieu que sur un programme extrêmement précis, tel que je l'ai défini avec la création de l'UPR. À présent, on regarde vers l'avenir. Quelles sont les prochaines échéances pour l'UPR ? Alors, les prochaines échéances sont très claires. Nous participons aux élections législatives. Je voudrais à ce propos attirer l'attention des gens qui m'écoutent sur le fait que nous avons mis en ligne dimanche soir un site internet législatif au pluriel .upr.fr que vous pouvez aller consulter, qui d'ailleurs a été amélioré depuis dimanche soir. On a mis les photos de nos candidats, toutes n'y figuraient pas. On l'a rendu un petit peu plus opérationnel. Il y avait des petits ajustements à faire après le lancement. Allez voir ce site. Vous pourrez constater que nous avons au moment même où je parle, vous savez qu'il y a 577 circonscriptions en France, métropolitaine et outre-mer, et au moment où je parle, j'ai le plaisir d'annoncer que nous avons 574 candidats et 574 suppléants, c'est-à-dire qu'il ne nous manque plus que 3 circonscriptions à garnir, si j'ose dire, pour être présents dans toutes les circonscriptions, comme je l'avais annoncé d'ailleurs devant les médias pendant la campagne présidentielle. Actuellement, les 3 qui nous manquent, c'est une à Saint-Pierre-et-Miquelon, la circonscription de Saint-Pierre-et-Miquelon. Je pense d'ailleurs que nous avons de bonnes chances d'avoir un candidat et un suppléant. Mais il faut que ce soit des gens qui habitent sur place. C'est pour ça qu'il y a comme 6 000 habitants. Et comme maintenant nous avons 4 adhérents, je pense qu'on va pouvoir y parvenir. Il manque Wallis-et-Futuna, c'est un peu la même situation que Saint-Pierre-et-Miquelon. Et il manque une circonscription en Guadeloupe, mais ça va être réglé certainement dans les 24 à 48 heures. Ça veut donc dire que si tout va bien, il nous en manquera peut-être une, ou peut-être même 0, mais il nous en manquera peut-être une sur les 577. Je me permets de souligner que c'est un tour de force. Allez regarder les autres partis politiques qui sont capables seuls, de présenter 574 candidats et suppléants sur 577. Allez-y. Seuls. Sans aucune alliance. Sans aucune alliance contre nature. Hein. Je ne parle pas des... Allez-y, regardez, vous allez voir que le nombre qu'il y en a, il y en a extrêmement peu. Ça se compte sur les doigts d'une main, peut-être même pas. Je signale aussi au passage que nous avons le plaisir de, sur ces 574 candidats, nous avons pratiquement à 4 ou 5 unités près, pratiquement autant de femmes que d'hommes. C'est-à-dire à peu près 200, je ne sais plus que 280 et quelques hommes, 280 et quelques femmes. Je crois on doit avoir 4 hommes de plus que de femmes parmi les candidats. C'est-à-dire que nous allons respecter le critère de la parité qui est important, notamment en matière de financement public en fonction des résultats. Eh bien, allez voir aussi ça n'est pas facile. Et je voudrais ici lancer vraiment un immense remerciement à tous les adhérents actifs, militants qui se sont impliqués dans notre mouvement et qui depuis plusieurs mois, plusieurs années parfois, plusieurs mois, parfois plusieurs semaines, qui se sont donnés cœurs et âme pour notre mouvement politique et qui ont accepté d'être candidats. Pour 98% d'entre eux, c'est la première fois qu'ils sont candidats aux élections législatives. Il y en a un certain nombre d'entre eux qui, bien sûr, sont un peu intimidés, se demandent est-ce qu'ils vont être à la hauteur. Oui, ils seront à la hauteur parce qu'ils ont la foi, parce qu'ils ont les analyses de l'UPR,
parce qu'ils seront sous la bannière de l'UPR et avec la présence et bénéficieront de ma présence à l'élection présidentielle. Et puis je voudrais, puisque j'en suis au remerciement, non seulement remercier tous les candidats, toutes les candidates, tous les suppléants et toutes les suppléantes, je voudrais aussi remercier tous les délégués départementaux, tous les délégués régionaux de l'UPR qui, depuis de nombreuses semaines, en même temps que nous menions la campagne présidentielle, alors que nous sommes quand même un mouvement de bénévoles, en même temps procédaient à la sélection des candidats, à la prospection, à la sélection des candidats. Et je voudrais remercier aussi l'équipe de bénévoles du siège parisien, menée par Rémi Renaud, que j'ai le plaisir de remercier expressément, qui a fait un travail absolument remarquable. Vous savez, d'ailleurs, le Bureau national, c'est lui qui donne les investitures. Il nous est arrivé de nous coucher parfois à 3h ou 4h du matin après des sessions intenses d'examen de ces investitures. Voilà, ça c'est l'UPR. Eh bien ça, c'est ce qui nous attend maintenant. Alors, on va être effectivement présent aux législatives. J'en profite pour dire, c'est un peu un scoop, que je vais être moi-même candidat. Et je le dévoile, je vais être candidat dans la 10e circonscription de la Seine-Saint-Denis. Pourquoi la 10e circonscription de la Seine-Saint-Denis ? Parce que c'est la circonscription où nous avons eu la plus forte progression du nombre de suffrages entre les élections régionales de 2015 et l'élection présidentielle. C'est d'ailleurs le département de Seine-Saint-Denis est le département de France qui nous a donné la plus fort score pour l'élection présidentielle, de l'ordre de 1,7% des suffrages, si j'accepte le cas particulier des territoires d'outre-mer, notamment c'est en Nouvelle-Calédonie que nous avons eu notre meilleur score national avec 2,4%. Mais je n'avais pas matériellement les moyens d'aller me présenter en Nouvelle-Calédonie, d'autant plus qu'on a des équipes extrêmement méritantes sur place et qui connaissent très bien le terrain. Nous avons aussi des équipes méritantes en Seine-Saint-Denis, mais à titre symbolique. J'ai beaucoup tenu à aller dans ce département qui est considéré souvent, et pas forcément à mauvais escient, qui est considéré souvent comme un département un peu déshérité, où il y a beaucoup de pauvreté, où il y a énormément de questions d'insécurité, des questions migratoires, etc. Eh bien, je vais aller dans une de ces circonscriptions, le président de l'UPR, l'ancien candidat à l'élection présidentielle, pour mouiller ma chemise, parce que moi je suis de ceux qui considèrent que le capitaine il doit mouiller sa chemise comme les marins quand on souque tous dans la même direction dans un mouvement politique. Donc vous venez de le préciser, vous serez candidat, François Asselineau. Pensez-vous que l'UPR sera à nouveau confronté au vote utile ? Alors c'est une bonne question. J'ai acquis la conviction en écoutant ici ou là et en recevant un certain nombre de messages, de lettres. Il y a des lettres très, très gentilles qui m'ont été adressées. J'ai la conviction que nous avons vraiment beaucoup pâti du prétendu vote utile lors du premier tour de l'élection présidentielle. J'en profite d'ailleurs au passage pour faire un petit aparté. Il y a eu des irrégularités qui ont été constatées. On est en train d'examiner ça. Mais les irrégularités, je reçois des courriers de gens qui disent les scores ont été totalement truqués. J'ai la faiblesse de penser que ça n'est pas le cas. On est en train d'examiner, mais à part un ou deux cas où il y a eu effectivement une véritable anomalie avérée, pour l'instant, je n'ai pas eu énormément d'autres cas. Je reviens à mon propos. Ce dont on a vraiment, vraiment pâti, c'est le prétendu vote utile. Aujourd'hui même, j'ai reçu un courrier très gentil d'un sympathisant qui m'a écrit, qui me dit « Mon cher monsieur Asselineau, je voudrais vous présenter mes excuses. Je ne connais pas. Mais il m'a dit « Je voudrais vous présenter mes excuses parce que j'adore tout ce que vous faites. Je suis convaincu. J'ai tout écouté. Je pensais voter pour vous. Et puis, au dernier moment, dimanche dernier, j'ai voté pour un autre candidat parce que je pensais que vous auriez un petit score et je souhaitais que si vous ne pouviez pas, vous, être présent, il fallait qu'il y ait un autre candidat qui soit au deuxième tour. » Et ça a été assez nombreux. Le cas a été assez nombreux, notamment de gens qui ont préféré voter pour Madame Le Pen ou pour Monsieur Mélenchon, ou parfois, dans quelques cas, pour Monsieur Fillon, d'après ce que je crois comprendre. Mais c'est surtout, on a eu des déperditions vers Monsieur Mélenchon et vers Madame Le Pen. Non pas que nos sympathisants
fussent plus convaincus que ces deux-là. Au contraire, ils pensaient que c'était moi qui avais raison. Mais en fait, ils ont voté parce qu'ils entendaient les médias qui disaient que Mme Le Pen ou M. Mélenchon avaient de fortes chances, mais aussi des risques de ne pas être au deuxième tour. Et ils sont tombés dans le panneau du vote utile. Or, le vote utile, maintenant que les flonflons se sont arrêtés, réfléchissez-y bien. Le vote, il a été utile pour qui? Il a été utile pour Macron. Voilà. Parce que je l'ai dit tout à l'heure et je le redis encore ici, l'oligarchie qui tient les médias avait tout intérêt à pousser les gens à voter pour Mme Le Pen ou pour M. Mélenchon, à torpiller M. Fillon, pour que M. Macron soit confronté soit à Mélenchon, soit à Le Pen, et là on savait qu'il était élu. Voilà. Donc, quand on fait de la politique, et ça je me permets de le dire aux électeurs qui m'écoutent et qui me font confiance, arrêtez de voter pour Pierre, Paul ou Jacques, des gens que vous n'aimez pas, mais parce que des coups de billard à 3 bandes. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. C'est comme dans la vie quotidienne, il faut choisir ce dont on a envie. Donc vous devez élire au premier tour la personne que vous soutenez, c'est tout. Et je suis persuadé que si énormément de gens qui m'approuvent, qui me connaissent, n'avaient pas été sensibles au discours du style que j'étais un petit candidat, que j'allais faire un petit pourcentage, c'est-à-dire à cette prophétie autoréalisatrice qu'ont inventé les Américains, un self-fulfilling prophecy, je le dis souvent, eh bien j'aurais fait un score très supérieur. Eh bien, il faut en tirer les conséquences pour les législatives. Si j'ai vraiment un message à vous dire, à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent, ne tombez pas une deuxième fois dans le panneau du vote utile. Faites-vous plaisir, si j'ose dire. Et pas seulement faites-vous plaisir, donnez à l'UPR les moyens d'être présent au cours des années qui viennent. Votez massivement pour notre mouvement. Toutes celles et tous ceux qui aiment bien l'UPR mais qui se sont dit « Ah mais oui, mais finalement, je vais voter pour un autre parce qu'il y a plusieurs... » Non! Votez pour nos candidats. Et c'est extrêmement important. J'insiste, je crois l'avoir déjà dit, ça fait un petit peu mercantile. Mais enfin, vous savez que nous n'avons pas d'argent, uniquement l'argent de nos adhérents. C'est pour ça que j'en parle de façon vraiment tout à fait décontractée, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui suis intéressé par l'argent, mais je sais qu'on a besoin d'argent pour faire fonctionner le mouvement. Je rappelle ici que toute voix qui sera glissée le premier tour en faveur de l'UPR dans une urne rapportera à notre mouvement 1,40 € par an pendant 5 ans. C'est comme ça que ça marche. Puisque nous aurons, comme on présente 575, 576, 577 candidats, on aura forcément 50 candidats qui vont dépasser les 1%. C'est le critère que nous étions très loin de réaliser en 2012. Ça veut dire que derrière, nous avons, avec ces élections législatives, le moyen d'avoir un accès au financement public tout à fait considérable, à condition que toutes celles qui nous font confiance, tous ceux qui nous font confiance, tous les abstentionnistes également, qui sont dégoûtés par la politique, se disent « je vais quand même aller voter pour le candidat de l'UPR parce que j'ai envie que ce mouvement puisse se développer ». Parce que si on a de l'argent, eh bien nous pourrons avoir des permanents. Nous pourrons développer comment dirais-je, des outils de propagande, des tracts, des prospectus, des DVD, des CD, améliorer la fréquence de nos émissions de Web TV, etc. Tout ça, ça nécessite de l'argent. Voilà. C'est pas la seule chose. Il y a aussi un autre argument, c'est que plus le score que nous ferons aux législatives sera élevé au premier tour, et plus nous aurons également accès aux grands médias, puisque le CSA prend appui sur ce score des législatives pour, pendant les années qui suivent, dire aux grands médias « il faut inviter un tel et un tel ». Voilà. Vous avez remarqué que depuis le premier tour, je n'ai plus été invité dans aucune grande radio, aucune chaîne de télévision. C'est pour ça qu'il est si important de se mobiliser pour le premier tour, aussi pour voter pour l'UPR, pour permettre ensuite d'actionner le CSA qui dira « attendez, si l'UPR a fait quelques pourcents, il faut lui donner quelques pourcents d'accès aux grands médias ». Et puis la troisième chose, c'est que on ne sait pas ce qui peut arriver. Il y a quand même des circonscriptions
où on a fait, je le disais tout à l'heure, par exemple dans la circonscription où je vais aller en Seine-Saint-Denis, c'est une circonscription où on a dépassé les 2%. Il y a certains endroits, dans certains bureaux de vote, on a fait des scores meilleurs. Et comme depuis la présidentielle, il s'est passé beaucoup de choses. Vous savez, il y a un proverbe anglais que j'aime bien qui dit en politique, une semaine c'est très long. Depuis le premier tour de la présidentielle, il s'est passé énormément de choses. Il s'est passé le désastre du débat de Mme Le Pen lors de son débat avec M. Macron. Il y a eu l'élection de M. Macron. Il y a eu la neutralisation de M. Valls, l'explosion en cours du Parti socialiste, la mésentente qui vient d'éclater entre France Insoumise et le Parti communiste. Il y a le départ de Mme Marion Maréchal Le Pen. Le FN qui est en pleine ébullition et qui va peut-être se scinder. Il y a les Républicains qui vont se scinder puisqu'on prête aux Juppéistes, j'ai oublié de le souligner tout à l'heure, la volonté de créer leur propre mouvement politique. Les électeurs, ils voient ça et ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Eh bien dans ce cirque-là, il y a un mouvement politique qui est toujours là, solide et vrai et honnête et qui dit toujours la même chose, c'est l'UPR. Et moi, je suis persuadé que si on s'y met tous, et si tout le monde s'y met, et si vraiment on va tracter, on parle à nos amis, nos collègues, etc., il peut y avoir un grand mouvement, et je pense qu'on peut, à mon avis, améliorer encore notre performance et avoir un score nettement meilleur aux élections législatives. Vous gardez bien sûr un œil sur la scène internationale. Alors quoi de neuf ? Qu'est-ce que vous retenez ? Comme j'ai été très long pour ce qui précède, je vais être très court. Il y a un élément, bon, il y a beaucoup d'éléments, mais un élément qui vient d'arriver, c'est arrivé l'année dernière, c'est M. Trump qui a décidé de licencier M. Comey, le patron du FBI, du Bureau d'investigation fédérale. Donc ça fait grand bruit aux États-Unis. Il y a qu'un seul précédent historique, c'était M. Clinton qui s'était débarrassé du chef du FBI, mais c'était pour des raisons de prévarication, alors que là, c'est un soupçon de questions politiques. Et on a tendance, dans la presse américaine aujourd'hui, à comparer M. Trump à Richard Nixon au pire moment de l'affaire du Watergate en 1974, qui avait valu sa procédure d'impeachment. Il avait été obligé de démissionner. Alors c'est quand même une affaire à suivre parce que moi ce que je vois c'est que au fur et à mesure que le temps passe, M. Trump est en train de décevoir beaucoup de gens. À commencer d'ailleurs, moi je n'étais pas spécialement illusionné, mais j'avais trouvé qu'il avait dit des choses intéressantes. Mais il a fait machine arrière sur à peu près tout. Il était contre l'OTAN, il est pour. Il était contre l'UE, il est pour. Il voulait discuter avec la Russie, maintenant il veut une épreuve de force, etc., etc. Donc en fait, on a l'impression que M. Trump, en fait, est quelqu'un qui a été progressivement phagocyté par l'État profond, comme on dit, c'est-à-dire les centres de pouvoir qu'il y a aux États-Unis, dans les médias, dans la finance, le complexe militaro-industriel, etc., et que progressivement, il est en train un petit peu de revenir à la normale. Et dès qu'il fait un coup un petit peu qui sort de l'ordinaire, à ce moment-là, toute la presse lui tombe dessus. Je ne sais pas où on va aux États-Unis, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on y va. En réalité, il y a un autre élément international plus important, en tout cas très important, en tout cas très significatif, peut-être pas très important. Ce sont les élections qui viennent d'avoir lieu au Royaume-Uni et sur lesquelles notre presse, la presse française, a été les plus discrètes. Il est vrai qu'on avait des choses à se mettre sous la dent, puisqu'on était dans l'adoration, comme la Sainte Eucharistie de Saint Macron. Donc tous les médias étaient là, on était occupés à ça. Mais il faut quand même pas oublier ce qui vient de se passer au Royaume-Uni. Madame Theresa May, vous savez, a dissous la Chambre des communes, organisé des élections législatives qui vont se tenir bientôt, des élections générales. Mais il y avait des élections locales qui viennent d'avoir lieu et qui ont été un triomphe pour Madame Theresa May. Les conservateurs ont fait un score fantastique. En revanche, ce sont les travaillistes qui font triste mine. Alors ça, c'est très intéressant à dire parce que je rappelle que dans les médias qui font de la propagande en France, à chaque fois qu'il est, rarement d'ailleurs, question du Royaume-Uni, il y a des micro-trottoirs qui sont balancés sur TF1, sur France 2, sur France Inter, comme quoi, paraît-il, il y avait
les Britanniques étaient très inquiets du Brexit. Sur les micro-trottoirs, en général, ils interviewaient, je sais pas, 5 ou 6 personnes. Sur 6 personnes, il y en avait 4 qui étaient jeunes, dynamiques, qui pleuraient à cause du Brexit. Et puis il y en avait 2 qui étaient des personnes peu reluisantes et qui, elles, étaient en faveur du Brexit. Voilà, pour faire croire aux Français ce qui n'est pas vrai. Parce que la réalité, c'est que le peuple britannique est de plus en plus massivement derrière Madame Theresa May pour mener à bien le Brexit. Voilà la réalité, c'est ce que viennent de nous administrer le résultat, les élections locales au Royaume-Uni. Un mot pour conclure, François Asselineau. Un mot pour conclure très rapidement, ce sera un mot un petit peu de procédure. Actuellement, on est en train de recevoir de plus en plus de messages, comme chaque année, de personnes, d'adhérents qui nous disent quand est-ce que je vais avoir mon reçu fiscal parce que je dois faire ma déclaration d'impôt. Alors je vais redire la même chose que ce que j'avais dit l'année dernière à la même époque. Ce n'est pas l'UPR qui émet les reçus fiscaux pour les dégrèvements. C'est la Commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques, la CNCCFP, qui le fait. Or, elle ne les a pas encore édités pour nous, comme l'année dernière. Donc nous ne pouvons pas inventer quelque chose que nous n'avons pas. Mais nous allons l'avoir. Nos comptes ont été certifiés, il n'y a pas de problème. Nous allons les avoir dans les jours qui viennent, mais je ne peux pas vous dire quand. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez néanmoins faire, pour les gens qui sont pressés, qui ne veulent pas attendre le dernier moment, qui doit se situer au mois de juin, les gens qui veulent faire leur déclaration fiscale le plus rapidement possible, ils ont le droit. C'est même c'est pas compte tenu de ma profession, je ne vais pas dire le contraire. Ils peuvent faire leur déclaration, ils n'ont pas besoin de joindre ces reçus fiscaux. Ces reçus fiscaux ne sont nécessaires que si vous avez un contrôle fiscal, ce qui peut toujours arriver. Mais si vous n'avez pas besoin de contrôle fiscal, vous n'avez pas besoin de joindre ces reçus fiscaux. D'ailleurs, a fortiori, si vous faites, comme de plus en plus de gens le font, votre déclaration par Internet, c'est-à-dire une déclaration dématérialisée, comme c'est de plus en plus le cas. Donc c'est le deuxième point. Le troisième point que je voudrais dire, c'est que vous avez votre espace adhérent. Si vous gardez vos coordonnées. Si vous les avez pas, vous nous écrivez, on vous les redonnera. Vous avez normalement donc un numéro de passe, etc. Vous pouvez aller sur votre espace adhérent. Et sur votre espace adhérent, vous trouverez, dès que nous les aurons reçus, les reçus fiscaux. Vous trouverez aussi d'ailleurs le récapitulatif. Si par hasard vous aviez des doutes, je pense à des gens qui ont fait une adhésion, puis qui ont fait un don, un deuxième don, un troisième don. Ça arrive, il y a des gens qui nous font des dons tous les mois. Si vous avez des doutes sur le montant total, eh bien vous pourrez aller consulter les relevés des dons que vous avez fait au cours de l'année 2016. Et puis dès que nous les aurons, c'est-à-dire peut-être d'ici 4, 5 jours, une semaine, je ne sais pas, on mettra en ligne les reçus fiscaux qui figureront d'ailleurs sur votre espace adhérent, puisqu'il y figure également les reçus fiscaux des autres années. Voilà, donc je suis clair. Premièrement, ça n'est pas pour l'instant notre pouvoir. Nous attendons la CNCCFP, comme les autres partis politiques. Deuxièmement, vous pouvez faire votre déclaration parce que, qu'elle soit sous forme papier et a fortiori sous forme dématérialisée, vous n'avez pas besoin de ces reçus fiscaux. Et ces reçus fiscaux ne vous seront demandés comme preuve justificative qu'en cas de contrôle. Et troisièmement, vous avez accès à votre espace adhérent où vous avez le récapitulatif des sommes versées d'ores et déjà et où vous aurez, dès qu'on l'a, le reçu fiscal. Voilà. Et puis je terminerai ça en faisant un appel. Un appel justement à dons et cotisations. Vous avez vu que j'avais lancé une collecte de fonds le 12 décembre dernier. Nous avons franchi, c'était je crois, me semble-t-il, avant-hier soir, dans la nuit d'avant-hier soir à hier, on a franchi le cap des 20 000 personnes différentes nous ayant versé une adhésion ou une cotisation ou un don. Chacun ayant pu en faire plusieurs d'ailleurs. Mais il y a plus de 20 000 personnes. Aujourd'hui, ce soir, on doit en être à peu près à 20 100 personnes. Et on a, avec cette générosité, nous avons rassemblé plus de 1 560 000 €, je crois. Ce que je voudrais dire ici, c'est qu'il ne faut pas relâcher cet effort. On s'était fixé un budget de 1 800 000 €. On va le revoir à la hausse.
de façon quand même significative. On va le porter à 2 400 000. Pourquoi ça? Eh bien parce que, d'abord, la campagne présidentielle a coûté un petit peu plus cher que nous ne le pensions. Pas beaucoup, mais on est tenu à peu près, mais un petit peu plus. Et puis surtout, pour la campagne législative, comme on a en effet 577 candidats ou 575, on avait fait une évaluation budgétaire aux alentours en se disant on aura peut-être 400 candidats. Comme en fait on a réussi vraiment ce que nous souhaitions, il faut augmenter un petit peu le budget. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous étonnez pas si vous constatez que l'on porte l'échelle de 1 800 000 € à 2 400 000 €. Alors, si on ne récupère au total que 1,8 million, 1,9 million, bon, on récupérera ça, mais si plus on en aura, et bien entendu, c'est une gestion qui est faite extrêmement minutieusement, et si nous avons de l'argent supplémentaire, ben, ça sera de l'argent que nous utiliserons, soyez-en sûrs, pour la bonne cause et pour la propagande du mouvement. Je remercie d'ores et déjà toutes celles et tous ceux qui nous ont donné des dons, des cotisations, des adhésions. Je rappelle que si vous êtes assujetti à l'impôt sur le revenu, on en parlait juste avant, si vous versez 30, vous ne payez au bout du compte que 10, puisque vous pouvez retirer 20 de l'impôt que vous devez l'année suivante sur le revenu. Donc ça s'adresse aux personnes qui payent l'impôt sur le revenu. Vous avez quand même 2/3 qui vous sont pris en charge par l'État, donc c'est quand même très très intéressant. Donc je fais appel à la générosité de cela. Je rappelle aussi aux personnes qui sont chômeurs, qui ont moins de 18 ans, qui sont étudiants, ou à toute personne qui a vraiment des grosses difficultés financières passagères, qu'elle peut éventuellement faire un don modeste ou une cotisation ou même une adhésion à 10 €. C'est important. C'est important pour elle, c'est important pour nous. Tous les dons sont les bienvenus. Donc, et puis je terminerai aussi, et ça va de soi, en disant continuez à adhérer. Le nombre des adhésions, le rythme des adhésions s'est évidemment ralenti progressivement après le premier tour. C'est bien naturel. Comme à chaque fois, on assiste à une retombée, mais nous sommes retombés à un rythme qui était très supérieur à celui qu'il y avait avant la présidentielle. On est au rythme actuellement de 30 à 40. Et puis, avec le deuxième tour, on a eu une nouvelle bouffée d'adhésions. On a eu, je crois, 200 adhésions en un jour et demi. Il ne faut pas que ce rythme baisse. Au contraire, j'espère qu'il va maintenant se maintenir et même continuer peut-être à réaugmenter avec l'arrivée des législatives. Je rappelle que le premier tour des élections législatives, c'est le 11 juin. Le deuxième tour, c'est le 18 juin. Et qui sait, on aura peut-être des candidats au deuxième tour. Ça n'est pas impossible. Il peut y avoir des quadrangulaires, par exemple, ou des triangulaires, on ne sait pas. Je n'exclus pas totalement que nous puissions avoir des candidats au deuxième tour. Et pourquoi pas, si la divine providence le veut, peut-être un jour un député ou une députée. Merci en tout cas à toutes et à tous de faire confiance à l'Union populaire républicaine. Je crois vraiment en mon âme et conscience que nous ne vous avons pas déçus. Et je crois en mon âme et conscience que nous allons continuer à vous surprendre favorablement. Vive la République et vive la France. François Asselineau, merci pour cet entretien. J'ajoute qu'en ce qui concerne les reçus fiscaux, nous publierons un article sur notre site, Facebook et Twitter pour annoncer leur arrivée. Vous les recevrez par mail. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.